Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier le CMN et ses représentants de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce soir ici et de m'accueillir en ces murs prestigieux qui, comme il vous a été rappelé, était le siège du garde-meuble à la fin du XVIIIe siècle à Paris. Nous allons passer au scintillement des Lumières du siècle qui nous intéresse, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Alors, depuis l'aube des temps anciens, l'homme a toujours cherché à dissiper les ténèbres qui s'abattaient sur lui avec la régularité du soleil qui se couche. La lumière, source de bien-être, de confort, de sécurité, a toujours été une préoccupation de l'homme et il a toujours cherché à multiplier ses sources avec des torches, des lampes et, chemin faisant, avec des améliorations constantes, avec des chandelles puis des bougies. Ces améliorations culmineront au XVIIIe siècle en France avec l'invention et la multiplication de supports variés grâce au savoir-faire incomparable, il faut le souligner, des bronziers parisiens. Toujours utilitaires, ces œuvres de métal, principalement en métal, deviennent des objets extrêmement décoratifs, de grand luxe à part entière. Alors au XVIIIe siècle, pour s'éclairer, on utilisait des combustibles principalement solides dans les intérieurs, des combustibles à froid, pratiques à transporter, qui s'appellent les chandelles et les bougies. Il y a une petite distinction à faire entre les deux. La chandelle est fabriquée à base de suif, c'est-à-dire de la graisse animale, qui peut être de bœuf, de mouton ou de chèvre. Et inutile de vous dire qu'elle dégageait à la combustion une odeur qui n'était pas très agréable, et la lumière aussi qui en résultait était extrêmement irrégulière et vacillante, ce qui fait qu'elle était assez inconfortable. On préférait de loin, évidemment, lorsqu'on en avait les moyens, la bougie, qui elle était fabriquée à base de cire d'abeille, et cette bougie dégageait une très bonne odeur à la combustion, et la lumière en était beaucoup plus constante. Évidemment, la bougie était beaucoup plus chère, elle coûtait 4 fois le prix de la chandelle. La couleur blanche de la bougie était associée à la pureté et à la propreté, et ça en faisait donc un combustible de premier ordre pour les intérieurs des gens aisés. Donc, avec de telles sources d'éclairage, il ressort que les habitations étaient fort peu éclairées à la tombée de la nuit, sauf pour les grandes occasions. Une expérience avait été tentée en 2007 à Versailles, lors de deux expositions qui s'intitulaient « Quand Versailles était meublé d'argent », certains l'ont peut-être vu, et c'est Jacques Garcia qui était aux commandes de cette très belle scénographie, et on avait tenté de reconstituer l'éclairage des grands appartements, vous voyez, lorsqu'il y avait des grandes réceptions. À cette époque-là, au XVIIe siècle, au début du XVIIIe, cet éclairage était considéré comme abondant et ça émerveillait les contemporains. Et nous, lorsque nous avons pénétré dans l'exposition, on était plongé dans une pénombre tout à fait agréable, mais qui n'avait rien à voir avec l'abondance lumineuse qu'on peut avoir aujourd'hui dans cette salle, par exemple, voyez-vous. Alors, pour supporter toutes ces bougies, il y avait une variété de supports que nous allons envisager. On avait recours à des supports mobiles et des supports fixes. Et nous allons des supports extrêmement variés, dans des comment dirais-je, matériaux très variés. Au XVIIe siècle, le bois, le verre, la faïence, le fer, le cuivre, le laiton, l'étain, le bronze et l'argent étaient utilisés. Et au XVIIIe siècle, c'est le bronze doré qui va les supplanter très très largement. Pierre Verlet qualifie le XVIIIe siècle de siècle du bronze doré. Il n'est pas inutile de préciser pourquoi. En fait, le bronze doré s'est imposé suite aux fontes de mobilier d'argent du roi Soleil en 1689, qui étaient liées aux dépenses de la guerre d'Augsbourg, la Ligue d'Augsbourg exactement. Et puis ensuite, grâce aux édits somptuaires qui se sont succédés jusqu'en 1700 et qui prohibaient l'emploi des métaux précieux. Tous les particuliers devaient déclarer les biens en métaux précieux qu'ils avaient à leur domicile, jusqu'aux vêtements, imaginez, et des visites domiciliaires pouvaient être envisagées pour voir si on avait bien tout déclaré au Trésor royal. Tout le métal précieux devait être transformé en numéraire. Donc, suite à ces fontes, suite à la disparition de toutes ces sources, tous ces supports d'éclairage en argent,
il a bien fallu remplacer ce qui avait disparu. Et c'est là que les bronziers entrent en scène. À partir de 1701, le roi assouplit ses édits et il permet à tout doreur et ouvrier de luxe de faire vendre, débiter à l'avenir des chandeliers et des flambeaux de toute grandeur. Et en 1711, il élargit avec les garnitures d'or et d'argent et bronze doré et autres métaux. Voilà. Ce qui veut dire que tout est en place pour que le bronze doré, à partir de là, se développe sans la concurrence de l'argent. Alors, l'argent perdurera dans les grandes maisons, tout de même, parce que la blancheur de l'argent est incomparable. Là aussi, elle renvoie à la blancheur de la bougie. Et l'argent continuera à être utilisé essentiellement pour les arts de la table. Et on le voit ici avec cette reconstitution d'une table qui se trouve juste à côté à l'appartement de Thierry de Ville-d'Avray. Vous voyez, des flambeaux et des assiettes en argent sont disposées sur les tables. Voilà, c'est une des rares concessions qui sera faite à l'argent en matière d'éclairage au XVIIIe siècle. On ne dira jamais assez la dette qu'ont les fondeurs et ciseleurs du XVIIIe vis-à-vis des orfèvres qui ont réalisé tous ces luminaires d'argent. En fait, la richesse et la variété des modèles et la qualité d'exécution étaient sous leurs yeux depuis plus de 20 ans. Alors, en matière de support mobile, le premier support qu'il convient d'envisager, c'est le flambeau. Le flambeau, comme nous le voyons ici, voilà, c'est l'ordinaire de l'éclairage chez les particuliers. De l'habitation la plus humble à l'habitation la plus aristocratique, on retrouve des flambeaux. Évidemment, ils sont de diverses qualités. Chez les gens simples, évidemment, ils sont en cuivre, en laiton, avec peu d'ornementation. Et plus on s'élève dans l'échelle sociale, plus on a des modèles luxueux, bien évidemment. Le flambeau est commode, il est léger, on le prend dans la main, on se déplace avec. Et il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, comme au XVIIe, on se tient dans la pièce où est la lumière. Donc on pose un flambeau là où on va, par exemple, lire, là où on va écrire, là où on va coudre, broder, etc. On voit ici un flambeau oublié sur le secrétaire de Risner, donc dans l'appartement de Ville-d'Avray, vous voyez, un très beau modèle Louis XVI. Et ce flambeau connaîtra plusieurs variantes et déclinaisons, comme dans l'image de droite. Lorsqu'il a plusieurs lumières, comme ici de 2 lumières, mais il peut être à 5, on le qualifiera de chandelier à bras. L'appellation candélabre est un peu plus tardive, elle date du XIXe siècle. Donc lorsqu'une personne se déplace, elle emporte son flambeau avec elle, ou un bougeoir, pour éclairer son chemin, puisqu'évidemment les pièces sont noires. On éclaire que la pièce dans laquelle on est, et on n'éclaire pas comme aujourd'hui toute l'enfilade des pièces avec un seul interrupteur. Une personne de qualité se faisait précéder par un laquais qui tenait un flambeau. Une duchesse pouvait avoir recours à 2 laquais la précédant. Il fallait éclairer le chemin pour ne pas se prendre les pieds dans les pavés glissants ou dans les tapis. Louis XIV lui-même était précédé d'un huissier qui portait 2 grosses bougies, suivies par 4 pages qui tenaient chacun un flambeau. Mais tout ça, évidemment, un procédé de la majesté royale. Pour les particuliers, évidemment, on a recours à des solutions beaucoup plus simples, mais cette simplicité se retrouve aussi dans les maisons royales, puisque vous voyez ici un exemplaire de flambeau dit au modèle du roi. C'est un modèle qui a été identifié par Yves Carlier, conservateur au château de Versailles. C'est un modèle qui a été destiné aux maisons royales, sans affectation particulière, et qui a été réalisé entre 1752 et 1783. Alors vous avez ici un modèle à côte droite, vous voyez le dessin. C'est un dessin qui a été fait par François-Thomas Germain, qui était donc un orfèvre. La plupart de ces modèles ont été réalisés en argent, mais comme les modèles ont circulé dans les ateliers, tous ceux qui étaient en argent ont disparu aux fontes révolutionnaires. Enfin, en tout cas, moi, je n'en connais pas de modèle en argent massif. Peut-être certains d'entre vous en connaissent. Et les seuls modèles qui ont survécu sont les modèles en bronze doré, comme vous voyez sur la photo. Ensuite, il y a une petite évolution de ce modèle. Vous voyez, dans les maisons royales, vous avez un modèle à côte torse, comme on voit sur la gauche. C'est un modèle qui va être modifié par Jacques-Nicolas Rottier en 1774 et qui sera livré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
Donc vous voyez, dans les maisons royales, on est capable de faire simple aussi. On est chez le roi, mais on est capable de faire simple. À l'époque Louis XVI, le modèle de droite sera plus répandu dans les maisons royales. C'est un modèle, vous voyez, qu'on qualifie de Louis XVI, nous, cannelure avec des rudentures, c'est-à-dire que les cannelures sont agrémentées d'un petit motif dans la partie basse, voyez-vous. Voilà. Et à côté de ces modèles simples, sont créés des modèles un peu plus, on va dire, prestigieux, comme par exemple celui-ci, avec un décor extrêmement complexe, qui est un modèle de Corneille Van Clève, et dont on sait qu'il a été réalisé pour la chambre du roi à Versailles. Encore une identification d'Yves Carlier, à qui nous devons ce rapprochement, vous voyez, entre ce dessin qui est à Berlin et cette paire de flambeaux qui, elle, se trouve au Louvre. Et qu'on retrouve également régulièrement en vente chez des marchands ou en vente aux enchères. Il y en a quelques-uns qui ont été réalisés. Autre modèle réalisé pour le garde-meuble royal, mais sans destination cette fois-ci, voilà, ce modèle de Van Clève, toujours, qui est livré en 1708 pour le garde-meuble royal, mais sans affectation particulière, c'est-à-dire qu'on pouvait le déplacer, on pouvait dans n'importe quelle pièce. Ensuite, nous avons un autre modèle à l'époque Louis XV, le rocaille s'empare des formes. Là, c'est une petite évolution que je vous propose, avec ce modèle de Jules Aurel Messonnier, un flambeau qui a été créé pour la naissance des enfants de Marie Lazinska, un flambeau d'une paire dont la réalisation, le flambeau, la paire se trouve au musée Gulbenkian, à la fondation Gulbenkian, à Lisbonne. Je vous encourage à aller les regarder, c'est absolument extraordinaire. Modèle donc réalisé en 1729. Et puis, le goût antiquisant va s'installer peu à peu pour contrebalancer les excès de la rocaille. Et vous voyez, on aura ensuite ce qu'on appelle le goût à la grecque. Vers le milieu du XVIIIe siècle, on aura ces flambeaux en bronze doré réalisés par Gouttière, qui sont un modèle assez masculin, vous voyez, avec des têtes de lion, et qui annonce le néoclassicisme du style Louis XVI, qui ne s'appelle pas encore Louis XVI, on appelle ça le style grec. Et enfin, pour la période Louis XVI, je voulais vous montrer une illustration particulière. C'est cette paire de flambeaux qui sera livrée en 1781 par Pitouin, à l'occasion de la naissance du dauphin, pour la reine Marie-Antoinette, et qui figurera dans son cabinet de la Méridienne à Versailles. Alors, il y a 4 flambeaux qui ont été livrés pour la reine. 2 sont aujourd'hui à la Wallace Collection. Il en reste 2 dans la nature, que nous espérons tous retrouver un jour. Voilà. On sait que la deuxième paire est passée à Berlin en vente en 1931. Donc, je vous dis, cherchez-les, trouvez-les. On sera tous très contents de les faire revenir à Versailles, si c'est possible. Voilà. Alors, le règne de Louis XVI aimera aussi beaucoup ces flambeaux à transformation, vous voyez, qui prennent la forme de cassolettes ou de brûle-parfum. Et lorsqu'on retourne le couvercle, hop, ça forme binet et on peut y planter une bougie. Ça, ce sont des modèles qui existent en petite taille et moyenne taille. Et il y en a eu beaucoup sous le règne de Louis XVI. On a beaucoup aimé ça. Ça a été extrêmement prisé. Et à côté de ces modèles de relative grande taille, on trouvera des modèles de petite taille, vous voyez, comme ces flambeaux bas, qui sont des flambeaux soit de toilette, soit des flambeaux de table à jeu, et qu'on va retrouver, par exemple, sur ce dessin de Duramo. Vous voyez, on voit très bien les flambeaux posés aux angles de la sur les côtés de la table à jeu, qui servent à éclairer les joueurs sans gêner le mouvement des bras. On a la lumière au niveau des yeux, donc on voit très bien les cartes, on voit très bien le jeu. À l'époque Louis XVI, il y aura encore une autre belle invention de flambeau, c'est le flambeau de bureau, voilà, comme ceci. C'est un flambeau, vous voyez, en bronze doré, avec ce qu'on appelle un garde-vue à hauteur réglable, et qui permettait, sa forme légèrement conique, permettait de diriger la lumière vers la personne qui travaillait, donc vers les papiers. Alors, il aura une postérité intéressante, puisque ce flambeau servira non seulement de flambeau de bureau, mais également de flambeau pour les tables à jeu. On a une représentation de ce flambeau qui est connu par les inventaires dans la table à jeu de Louis XVI à Versailles, qu'on voit sur cette image. Et il aura aussi une postérité à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, lorsqu'on le munira d'un socle à galerie, et on le posera sur une table à jeu, une table circulaire,
pour jouer à la bouillotte. La bouillotte qui est une variante du jeu de brelan. Et ce flambeau prendra le nom de lampe bouillotte et il sera posé sur une table qui prendra également le nom de table bouillotte. Ce sont ces guéridons, vous savez, circulaires, pas très larges, voilà, qui servaient pour le jeu, pour ce jeu-là, d'où l'expression. Donc ça, c'est vraiment typiquement des modèles Louis XVI tout à fait intéressants à avoir et à posséder. À côté des flambeaux, nous avons des modèles d'éclairage mobile un peu plus ambitieux qu'on appelle la girandole. Alors voici la girandole. Elle apparaît sous le règne de Louis XIV vers 1660. C'est un chandelier à plusieurs branches en composition pyramidale, voyez, aux lumières qui se répartissent sur un ou plusieurs rangs. La partie centrale, la plus élevée, constitue une sorte de couronnement et l'emploi du cristal, comme vous le voyez, sert à renforcer le côté merveilleux de l'objet. Le cristal ici va amplifier le scintillement des lumières. Alors on aura l'occasion de revenir sur l'utilisation du cristal, mais nous pouvons d'ores et déjà souligner que la monture en bronze, comme vous le constatez, s'efface au profit de l'ornementation. Donc ce type d'éclairage va en général par paire, par série de 4, de 6 ou de 8. On peut les poser sur des petits guéridons. Alors, aujourd'hui, on appelle ça des torchères, mais au XVIIe, au XVIIIe siècle, on appelle ça des guéridons, vous voyez, sur lesquels on les pose, soit à hauteur de visage, lorsqu'on est assis, on la voit sur cette reconstitution d'un intérieur au musée Carnavalet, dans l'angle de la pièce, soit sur des guéridons beaucoup plus élevés, comme ici à Versailles. Et vous voyez, ces girandoles, en fait, servaient en fait, d'éclairage intermédiaire à mi-hauteur. Le flambeau est un éclairage à hauteur de personne, la girandole, ici, est un éclairage à mi-hauteur qui éclaire à une hauteur intermédiaire de la pièce. Le salon de Mercure vous montre exactement l'utilisation des girandoles sur des guéridons, tels qu'on les concevait. Et vous remarquerez que ces girandoles sont disposées sur le pourtour de la pièce, toujours, et dans les angles des pièces, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'angle noir dans une pièce. Ça, c'est très important au XVIIIe siècle. À Versailles, suite à la fonte du mobilier d'argent, Louis XIV fera réaliser des girandoles en cristal de roche, que Louis XV renouvellera et qui seront posées sur des guéridons comme ceux que nous voyons. Voici un modèle de girandole en usage sous Louis XV, modèle des frères Slotz, voyez-vous, projet, et voici une version qui dérive de ce dessin, voyez-vous, ici, qui se trouve également au château de Versailles. Donc des modèles extrêmement élégants et qui diffèrent des modèles Louis XIV, où la concentration de cristal était beaucoup plus intense, et nous verrons pourquoi plus tard. Voilà. Alors, le candélabre, je pense que nous devons maintenant évoquer ce qu'est le candélabre. C'est, comme la girandole, le candélabre se différencie du flambeau en ce qu'il a plusieurs branches de lumière. Il est mobile, lui aussi, il est de dimension imposante. Il va se développer à partir des années 1770. Le mot candélabre, lui, a été beaucoup utilisé au XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, on appelait plutôt ça une girandole qui désignait à la fois l'objet qu'on vient de voir et également le bouquet de lumière qui était supporté par le dit candélabre. Donc nous avons ici un bel exemple de candélabre, vous voyez, qui ont été faits pour le comte d'Artois pour son cabinet turc à Versailles et qui sont décrits comme étant non pas des candélabres, mais comme étant des flambeaux ornés d'autruches portant des girandoles. Voilà. Alors ce sont des modèles qui auront une grande postérité, puisque on le voit, il y a un dessin qui est extrêmement intéressant, qui a été fait qui sort de l'atelier de Dominique Daguerre, qui est un marchand mercier. Et ce dessin donnera naissance à plusieurs modèles, vous voyez, on va les appeler candélabres pour faire simple, avec des personnages, des figures, comme on les appelle, des candélabres à figures. Donc vous voyez, vous avez des personnages, des féminins antiques, qui tiennent un bouquet de lumière, donc qui tiennent une girandole. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'on en retrouve ici, vous voyez, ici, là, de chaque part et d'autre de la pièce, on en retrouve également sur des modèles un peu plus tardifs, 19e, je pense, mais parfaitement inspirés des modèles 18e, avec des satyres, vous voyez, puisqu'ils ont des pattes de bouc.
Et donc vous avez tout un tas de personnages qui sont déclinés comme ça en candélabres. Donc vous avez des femmes antiques, vous avez des enfants, des poutis, et puis évidemment des satyres. Donc là, il n'y a pas de limite à l'imagination des créateurs. François Rémond, en 1785, va livrer, sur l'image de gauche, vous voyez, une paire d'élégantes girandoles à figure qui portent une corbeille pour la princesse Kinsky. Et à droite, vous avez un exemple de girandoles donc à Pouty, qui sont ici à l'hôtel de la Marine, dans le salon de Ville d'Avray, le salon d'angle de Ville d'Avray, qui se trouve dans loin de cette porte. Alors, outre les personnages, les animaux ne seront pas oubliés, puisque nous aurons ici, vous voyez, une paire de girandoles à griffon, également livrée pour la princesse Kinsky par Raymond en 82, et à droite, une paire de candélabres, vous voyez, qui ornent toujours d'ailleurs le salon des nobles de la reine à Versailles. C'est un modèle à succès, très recherché. Vous en avez également à l'hôtel Camondo, dans la salle à manger. Un modèle extrêmement prisé, toujours aujourd'hui, et assez peu fréquent. La période Louis XVI aimera également associer le bronze et le marbre, avec, vous voyez, ces girandoles très en faveur dans cette période-là. Celles-ci sont un legs de César de Haut, ils sont dans la chambre de la reine au château de Versailles. Sur la photo de droite, vous avez une forme de vase ovoïde, là aussi, vous voyez, avec des têtes de bouc. Et vous avez des bras de lumière fleuris qui s'échappent du vase. Ça sont des combinaisons très en vogue à l'époque Louis XVI, dans toutes les tailles. Ça existe dans les grandes tailles et puis aussi dans des tailles plus modestes pour des petits appartements, qu'on retrouve également sous cette forme-là qui est beaucoup plus répandue et que vous avez sûrement dû rencontrer à plusieurs reprises, qui sont ces vases vraiment œufs ou ovoïdes, vous voyez, en diverses qualités de marbre. Alors évidemment, je pourrais vous dire que la paire de gauche, sont des vases en albâtre qui ont été saisis chez l'émigré d'Amassé, qui sont à Versailles aujourd'hui. Celles du milieu sont en griotte, c'est Leg Windsor, et celle de droite, toujours à Versailles, c'était saisi chez le comte de Provence au château de Brunoy. Donc vous voyez, on a une typologie là, de tous ces vases qui ont été produits à la fin du règne de Louis XVI. Et dernier exemple de candélabres, et les plus rares, je dois dire, ce sont les candélabres qui ne sont plus seulement formoïdes, mais qui ont des personnages qui sont taillés dans le marbre, comme ces candélabres de Lorta, qui ont été livrés pour mesdames dans leur château de Bellevue. Et ces candélabres étaient faits pour être mis aux quatre angles de la pièce. Donc vous voyez, pour que les quatre angles ne soient pas plongés dans le noir le soir venu. Ça, c'est très très important. Alors évidemment, autant le bronze permet la multiplication des modèles qu'on vient de voir, autant le marbre la limite, parce que la taille directe, ça coûte plus cher. Et des modèles comme ça de Lorta, je connais ceux-ci, et je connais également une autre paire qui a circulé, qui représente deux personnages, et je ne sais pas où sont les quatre autres. Donc vous voyez, on a très peu d'exemplaires de ce type-là. Alors, après les supports mobiles, je pense qu'il est temps d'envisager ce qu'on appelle les supports fixes. Et dans les supports fixes, les premiers d'entre eux, ce sont les bras de lumière. Alors, les bras de lumière doivent leur origine dans le désir de projeter la lumière en avant de la paroi murale. Et au XVIIe siècle, on connaît des modèles, vous voyez, de bras, vraiment physiquement, en bois ou en papier mâché, comme ceux-ci, qui sont à l'hôtel de Sully, et qui donneront leur nom, finalement, on le pense, aux bras de lumière qui se succéderont au XVIIIe siècle, mais qui auront perdu, évidemment, leur physionomie de bras. Voilà. Alors, en parallèle à ces bras de lumière, au XVIIe siècle, vous avez également ce qu'on appelle des plaques de lumière. Vous voyez, ce sont des plaques de lumière, elles existent soit c'est du métal poli, du laiton, du cuivre, du bronze, et puis ça peut être aussi de l'argent, comme ici. Et à l'intérieur, il peut y avoir un miroir. Donc ces plaques de lumière permettaient de refléter la lumière d'une ou deux bougies, vous voyez, comme ceci, et amplifier comme ça l'éclairage. Alors évidemment, après les fontes décrétées par Louis XIV, ça n'existe plus, on les remplace, et il y a un succès vraiment
qui s'est imposé dès le début du XVIIIe siècle grâce à un changement architectural dans les intérieurs français. Qu'est-ce qui se passe? Vers 1708-1709, l'architecte Robert de Cotte met au point ce qu'on appelle la cheminée à la française, qui est cette cheminée dont on abaisse le manteau et qu'on fait surmonter d'un grand miroir. Alors pourquoi ça a été possible? Tout simplement parce qu'à la même époque, il y a eu un développement des techniques qui a permis aux manufactures de créer des miroirs de très grande taille. Donc effectivement, à partir de là, on s'est dit, on va en mettre sur les cheminées. Et qu'est-ce qu'on va mettre de part et d'autre du miroir? On va mettre des lumières. Donc on va mettre des lumières qui vont pouvoir comme ça se refléter dans les miroirs. Et ça va donner, vous voyez, des projets comme ceux-ci qui sont extrêmement intéressants, puisque ce sont des projets de Gilles-Marie Opnord, qui est un très grand ornemaniste. Vous avez un projet ici pour le Palais Royal, vers 1715-1720. Puis vous avez des projets un peu plus tardifs, celui de la photo en couleur, c'est un projet de 1750. Et on voit très bien à chaque fois, vous voyez, on essaie de faire déborder le bras de lumière sur le miroir pour que la lumière se reflète dans le miroir et amplifie la lumière. Ici, dans ce tableau, vous voyez, de Gabriel de Saint-Aubin, vers 1750, on voit que ce système est parfaitement acquis dans les intérieurs français, voire parisiens. Et on voit très bien qu'il y a des bras de lumière, plusieurs lumières, il y en a 4 qui sont placés de part et d'autre du miroir. Ouais, donc c'est un système qui s'est vraiment installé. On est dans un cabinet d'avocats. Et on verra ici dans ce dessin également qui représente Madame Geoffrin dans son intérieur, qui est au musée de Valence. Et vers 1770-71, on voit très bien, vous voyez, son laquais en train d'allumer, de positionner les bougies dans les appliques pour l'éclairer. Donc on voit que tout ça maintenant est parfaitement intégré à la décoration française. Et ce système de multiplication de l'éclairage grâce au miroir s'étend à toutes les pièces d'une demeure et même les pièces les plus, on va dire, secondaires et les plus banales, puisque vous voyez ici, on est dans le foyer des artistes français, on est à la fin du XVIIIe siècle, vous voyez les costumes des acteurs, hein, que c'est des costumes assez Louis XVI, et on voit très bien que de part et d'autre de chaque miroir, vous avez des bras de lumière, même la pièce est très simple puisqu'elle est juste moulurée, peut-être tendue même d'étoffe, vous voyez, on ne sait pas trop. En tout cas, une pièce très simple, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a étendu à tous les appartements. Quelques modèles de bras de lumière pour vous montrer une petite évolution des modèles. Ici, un modèle, par exemple, que vous avez qui est tout à fait Louis XIV, un modèle de boule qui va annoncer la Régence, et qui est Régence d'ailleurs presque. Ensuite, des modèles rocaille, probablement de Caffieri, qui ont été livrés pour Madame Infante à Colorno. À droite, un modèle plus assagi, un modèle très symétrisé, un rocaille symétrisé, comme on peut dire. Et puis, sur cette image, à gauche, nous avons un modèle qui a été livré par Louis-François Gaubert pour le cabinet du roi à Versailles. Et à droite, un modèle attribué à Tournai, qui est livré par Auray en 87 pour l'appartement du duc d'Harcourt à Versailles. Alors, donc une typologie des modèles un peu en vogue au XVIIIe siècle. Et ici, à l'hôtel de la Marine, vous voyez, ces solutions ont été répétées, puisqu'on a dans la chambre de Moïse de Fontagneux, on a pareil, on a cette image, vous voyez, d'un miroir face à la cheminée, puisque la grande idée, c'était de placer face à la cheminée un autre miroir pour envoyer la lumière à l'infini. Et si la disposition des pièces le permettait, c'est un peu comme ici, on mettait des miroirs entre les fenêtres, des miroirs en face des fenêtres, et ça permettait ainsi un renvoi de la lumière à l'infini, et ça amplifiait évidemment la luminosité dans les pièces, quelque chose de très bien vu par les architectes du XVIIIe siècle. Alors après les bras de lumière, je pense qu'il va falloir parler des lustres. On en a de très beaux au-dessus de nous, mais ils ne sont pas 18e. Le terme lustre apparaît assez tardivement en France. Du XVIe au XVIIe siècle, on désigne ce luminaire par le terme chandelier pendant ou simplement chandelier. Et c'est un terme qui sera conservé par nos voisins anglais. Dans tous les catalogues de vente ou les descriptifs, vous avez le terme de chandelière, ce qui est tout à fait récurrent.
Alors, il faut savoir que les lustres sont loin d'être courants dans les inventaires français avant 1670. Le lustre est un objet de luxe. Les modèles qu'on connaît dans les intérieurs civils sont assez simples. Ils sont en bois doré, ils sont en laiton, en cuivre, avec assez peu d'ornementation finalement. Ils sont réservés principalement aux pièces de réception et on ne les allume que lors des jours de grandes fêtes. Comme ici, parce qu'on ne conçoit pas une fête sans éclairage en fait. Au XVIIIe siècle, la lumière c'est la fête, vous voyez. Ici, on a une très belle représentation de l'emploi des lustres dans cette scène qui représente le mariage du dauphin à Versailles en 1945, où on voit que la galerie des glaces est éclairée à giorno, avec pléthore de lustres, avec un nombre incroyable de bougies. Une gravure de Cochin que vous devez connaître. Et on peut dire que les modèles en argent qui avaient été mis au point pour Louis XIV serviront d'exemple et d'émulation pour ceux en bronze réalisés après les fontes de 89. Ici, une autre exemple, vous voyez, de scène de fête au XVIIIe. Et ces lustres étaient tellement chers que, en fait, les particuliers en possédaient peu et les louaient. Vous aviez des marchands merciers qui louaient des lustres pour la soirée, louaient des appliques, des girondoles, pour qu'on ait une vraie ambiance de fête et quelque chose d'assez extraordinaire, en fait, pour épater finalement les invités. Alors les grands modèles qui vont succéder aux fontes de Louis XIV sont des modèles évidemment imprégnés de comment dirais-je, des silhouettes en argent. André Charles Boulle est aux commandes pour ces deux modèles, vous voyez, donc on hérite vraiment des formes Louis XIViennes. Et puis, chemin faisant, le rocaille va s'installer et créera des formes nouvelles, notamment avec des caffieries, qui vont créer ces lustres pour Madame de Pompadour, et ces lustres sont visibles à la bibliothèque Mazarine. Il y a également deux lustres de caffierie qui sont connus, proches de cette silhouette-là, qui sont à la Wallace Collection à Londres, et dont l'un est même daté de 1751, ce qui est assez rare parce qu'il y a peu de bronze, d'éclairage en bronze qui nous soit signé. C'est une rareté dans la production des bronziers du XVIIIe. À l'époque Louis XVI, évidemment, tout comme pour les flambeaux et les bras de lumière, on va assagir les modèles. Et là, je vous montre un modèle de style arabesque qui est attribué à Raymond, qui est au château de Versailles. Et ce lustre passe pour être de provenance royale, puisqu'il aurait figuré, on murmure qu'il aurait figuré dans les petits appartements de la reine à Fontainebleau. Alors, il faudra attendre l'exposition Marie-Antoinette et Louis XVI à Fontainebleau en 2026, je crois, pour en avoir confirmation. Donc il faudra être attentif à ce qu'on va lire dans le catalogue à ce moment-là. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces lustres, tout en bronze, ne sont pas si nombreux que ça. Finalement, ils ont été concurrencés très très tôt par des lustres en bronze et cristal. Le cristal, c'est quand même un apport extraordinaire en matière d'éclairage. Vraiment, les amateurs se sont dirigés très très tôt vers les lustres ornés de cristaux, parce qu'évidemment, ça permettait une amélioration de la lumière tout à fait extraordinaire. Donc évidemment, les premiers lustres à cristaux sont des lustres en cristal de roche, vous voyez, comme les lustres à lacets qu'on voit ici. Ce sont des lustres qui apparaissent vers 1660, comme les girandoles qu'on a vues tout à l'heure. Et on voit que la carcasse en cuivre ou en bronze disparaît sous l'ornementation de cristal. C'est en fait l'ornementation, vous voyez, on voit très bien sur les détails, ce sont des petites perles facetées qu'on va appeler des grenailles ou des grains. Et on peut appeler ça aussi des lustres à grenailles, des lustres à grains. Il y a différents termes qui sont donnés. Et c'est comme ça qu'ils sont d'ailleurs décrits dans le dictionnaire des arts et métiers en 1973 par l'abbé Joubert, comme lustre à grains ou lustre également à lacets, puisqu'il y a comme un lassage de ces ornements, voyez-vous. Alors, un mot sur le cristal de roche. Je ne vais pas spoiler la conférence qui aura lieu sur le cristal, la troisième conférence qui aura lieu sur le cristal, bien sûr, mais je suis quand même un peu obligé d'en parler, puisque le cristal, on va quand même voir beaucoup d'exemplaires dans ces matériaux. Le cristal de roche, c'est un matériau qui est connu et travaillé depuis l'Antiquité. C'est un quartz naturel très dur, qui a un indice de réfraction extrêmement élevé. On ne trouvait en France, dans les Alpes, en Isère aujourd'hui, que des blocs de petite taille, ce qui explique
qu'au début de la production de ces lustres et girandoles, on n'avait que des ornements de toute petite taille, vous voyez, ces ornements extrêmement serrés. Et il faudra attendre la découverte en Europe centrale de très gros blocs, par exemple en Suisse alémanique, à Meiringen, au début du XVIIIe siècle. On va trouver un gisement incroyable qui permettra la taille de grandes plaquettes, des grandes plaquettes comme celle-ci, qui ne sont pas en cristal de roche d'ailleurs, on y reviendra, mais de très grandes plaques, et qui va changer donc la physionomie des lustres. Imaginez qu'on trouve, on est au XVIIIe, en Suisse, dans les Alpes, on trouve à 2300 mètres d'altitude, en 1719, une cavité de plus de 10 mètres de long, d'où on extrait plus de 50 tonnes de cristal de roche au XVIIIe siècle. Vous imaginez, ça c'est incroyable. Voilà. Et le plus grand bloc pèsera 400 kilos, donc c'est énorme. Alors, évidemment, où est-ce qu'on va tailler ce cristal de roche? On va les envoyer à Milan, qui est un jet de pierre de la Suisse, c'est le nord de l'Italie, Milan, et il y a des ateliers lapidaires à Milan depuis déjà le XVIe siècle. Dans la galerie d'Apollon, vous avez des nefs, vous savez, en cristal de roche et en pierre dure qui sont exposées, et beaucoup sont taillés à Milan notamment, on taille aussi à Augsbourg, mais beaucoup sont taillés à Milan, et donc il y avait une vraie spécialisation de la taille de ces matériaux très durs, de ces pierres dures à Milan. Et justement, d'un atelier milanais, le Louvre conserve, vous voyez, un lustre, ici à 12 lumières, voilà, en cristal de roche, qui est probablement de l'atelier du bien nommé Giovanni Battista Metellino, presque Metallino, voyez, qui est assez caractéristique pour ses ornements et qui a eu toute cette production de lustres avec des bras en console, on appelle ça des bras en console, avec quelques ornements de cristal de roche taillés, et qui sont typiques de sa production milanaise, puisqu'il était sur place pour tailler les ornements et aussi créer des lustres en métal doré. Alors ici, à l'hôtel de la Marine, on a un très beau lustre, voilà, ici, vous voyez, qui est en... Alors non, ça, pardon, celui-là, c'est celui de Versailles, c'est celui de la comtesse de Pimodan, qui a été donné en 63 à Versailles, qui est fait par Thomire, et c'est un lustre à 12 lumières, en bronze argenté, métal bleu et cristal de roche. Je crois que c'est un des plus beaux lustres qui soit en la matière, on a vraiment actuellement connu dans le monde. Et ici, à l'hôtel de la Marine, vous avez, je vous conseille de le voir, c'est un lustre en alliage crevé cristal de roche, vous voyez, avec des masques d'égyptiennes au départ des bras, et qui est un dépôt du Mobilier National à l'hôtel de la Marine, un dépôt assez ancien puisqu'il date de 1948. Donc, conseille d'aller le voir. Voilà, ça me semble extrêmement important. Ces lustres donc étaient assez rares parce qu'ils étaient coûteux à réaliser. Ils étaient réservés donc au roi, à la haute aristocratie et à quelques très riches amateurs. Le prestige de ces ouvrages était tel que Louis XIV n'hésite pas à inclure dans les cadeaux qu'il destine au roi du Siam 12 lustres et 12 girandoles en cristal de roche. Alors pour faire bonne mesure, Louis XIV avait ajouté des miroirs en argent et son grand portrait à cheval. Alors ces luxueux cadeaux ont vraisemblablement disparu lors de l'incendie et le siège de Ayutthaya, qui était la capitale du Siam, donc de la Thaïlande actuelle, en 1767. Je suis allé sur place, je peux vous assurer qu'il ne reste que des ruines. Alors peut-être que les Thaïlandais ont sauvé quelques pièces, on ne sait pas, il faudrait pouvoir pénétrer dans le palais royal de Bangkok pour être sûr de ça. Mais c'est pas impossible. Enfin, c'est assez extraordinaire de penser qu'il y a peut-être des lustres français qui sont encore là-bas. Alors, on était très conscient de la valeur de ces lustres, puisque le roi Charles II d'Angleterre, qui possédait un très beau lustre en cristal de roche, avait fait faire une housse en taffetas vert pour le protéger. Donc, vous voyez, on faisait très attention à ça, on savait que c'était très cher. Posséder un lustre en cristal de roche, c'était le but ultime des gens opulents et des grands collectionneurs. Voilà, aujourd'hui, c'était le Graal du collectionneur d'avoir un lustre en cristal de roche. Dans les inventaires des grands collectionneurs, comme Blondel de Gagny, Madame de Pompadour, le duc de Choiseul, etc., le duc d'Aumont, les lustres en cristal de roche comptent parmi les pièces les plus chères et les plus précieuses des inventaires. Alors, à côté du cristal de roche, existe ce qu'on appelle le cristal fondu. Alors, le cristal fondu, qu'est-ce que c'est ? La rareté des grands fragments de cristal de roche, les droits de douane extrêmement élevés sur les blocs, devaient entraîner rapidement la recherche d'imitations. Venise, Milan, la Bohême produisaient du verre de grande qualité qui était improprement appelé cristal. En fait, il s'agissait tout simplement de verre potassique.
Le véritable cristal, celui qu'on appelle cristal, qui est à base de plomb, verra le jour en Angleterre d'abord au XVIIe siècle et en France à la fin du XVIIIe. Vous voyez, on a un peu de retard sur l'Angleterre. Colbert, lui, encouragera des manufactures à produire des verreries, à produire du verre dès 1665, et nous en produirons. Donc le terme cristal de Bohême, quand on décrit des lustres au XVIIIe siècle, est un terme impropre, puisque, un, il ne s'agit pas de cristal, et deux, il ne vient pas forcément de Bohême, puisqu'il a pu être fabriqué en France, ou en Espagne, ou en Italie. Alors évidemment, d'un point de vue esthétique, là aussi, l'utilisation du cristal entraîne un effacement de la structure métallique au profit de l'ornement taillé, voilà. Et puis on va pouvoir aussi multiplier le nombre de lumières sur les lustres. Alors ici, on est au XIXe siècle, donc on ne peut pas trop en parler, mais c'est vrai qu'au XVIIIe, le plus grand nombre de lumières qu'on trouve sur des lustres du XVIIIe, dans les inventaires connus, ça va jusqu'à 16 lumières, vous voyez. Et encore, c'est la chambre de la reine à Fontainebleau. Ici, on est à beaucoup plus de 16 lumières, on est vraiment sur plusieurs rangs. Et si la forme est 18e, vous voyez, c'est typiquement un lustre du XVIIIe siècle, un lustre Louis XV, en fait, ce qui trahit, d'une part, rien qu'à l'œil, la production au XIXe, c'est effectivement ces deux rangs de lumière et le nombre incroyable de bougies que vous avez sur ces lustres-là, que jamais nous n'aurions au XVIIIe siècle. Jamais, jamais. Alors évidemment, tous ces lustres sont utilisés aussi en cristal fondu, puisqu'ils sont assez accessibles. Ils sont utilisés pour les salles des fêtes, vous voyez, comme ici sur cette gravure qui représente, non, ce dessin de Moreau, qui représente Athalie jouée pour le mariage du dauphin en 70. Et on doit à Stéphane Castelluccio d'avoir tordu le cou à une idée reçue qui voulait que les opéras soient découpés en plusieurs actes afin de permettre le remplacement des bougies. En fait, il a parfaitement prouvé que les bougies au XVIIIe siècle pouvaient brûler sur une durée de 11 heures, voire de 22 heures. Donc en fait, l'entracte, c'était vraiment pour autre chose. C'était pour ce que les gens, le public et les acteurs se délassent. Voilà. Alors on a de très beaux exemples de lustres en cristal fondu, vous voyez, dans les appartements de Ville d'Avray, dans la salle à manger notamment et dans la chambre de Madame, qui sont des choses qui sont également à voir, qui sont assez exemplaires dans leur genre. Voilà. Et puis dans la seconde moitié du XIXe siècle, toujours beaucoup d'innovations dans cette seconde moitié du XIXe siècle, vont apparaître ce qu'on appelle les demi-lustres, qui tiennent à la fois du lustre et du bras de lumière. On va les placer devant les miroirs. Et Madame du Barry, en 73, en réclame pour sa salle à manger à Louvciennes. Vous voyez, Gouttière va les livrer. Marie-Antoinette ne sera pas en reste, puisqu'en 86, pour son boudoir à Fontainebleau, elle va demander également des demi-lustres. Voilà. Alors ici, nous avons, malheureusement, les demi-lustres de Marie-Antoinette sont perdus, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Joséphine, qui s'installe dans les lieux de Marie-Antoinette sous l'Empire, va elle aussi faire installer des demi-lustres sur les miroirs de son boudoir. Alors on voit ici, vous voyez, les demi-lustres en question, dont d'ailleurs l'ornementation, la grand-mère reprend tout à fait la grand-mère des modèles Louis XVI, vous voyez, les formes lyres avec des têtes d'aigle, et les voici en situation, vous voyez, sur les miroirs, donc on peut imaginer comme au temps de Marie-Antoinette. Donc à la fin du XVIIIe siècle, la quantité de lustres détenus dans les magasins royaux est impressionnante. La fabrication du cristal fondu a permis d'abaisser les coûts, et donc les garde-meubles ont acheté énormément de lustres. Le garde-meuble n'a plus besoin de les louer, et on trouve pas moins de, tenez-vous bien, ça c'est incroyable, 170 lustres de 6, 8 et 16 lumières montés en cristaux de Bohême. Au menu plaisir, ce sont 138 lustres qui sont recensés. Donc vous voyez, c'est un nombre assez incroyable qui est sans commune mesure avec le nombre du début du XVIIIe siècle. Quant au nombre de pièces détachées, je vous le donne comme ça à titre indicatif, il y avait plus de 3 tonnes de cristaux qui étaient stockés au garde-meuble. Parce qu'il faut savoir que lorsque les lustres étaient démodés, les silhouettes des lustres étaient démodées, quand on faisait des nouvelles carcasses un peu plus à la mode, par exemple sur Louis XVI on a des lustres Corbeil, je ne vous ai pas donné d'illustration mais vous voyez le modèle, on décrochait les cristaux qu'on conservait, la carcasse était remisée, fondue de nouveau, et sur la nouvelle carcasse on raccrochait les cristaux précédents, donc les cristaux étaient conservés et raccrochés, c'était systématique. Et aujourd'hui ce qui est très curieux et intéressant de savoir, c'est qu'au garde-meuble, au Mobilier National, on procède toujours pareil. Quand les lustres sont stockés,
on démonte les cristaux, on les range et on met la carcasse à part. Et on met les cristaux dans des paniers. J'ai vu ça, c'est assez incroyable quand même. Il y a une permanence des traditions très très fortes. Alors, outre les lustres, nous avons ce qu'on appelle également les lanternes, qui sont un mode d'éclairage tout à fait important qui apparaît dans le milieu du XVIIIe siècle. Les lanternes sont au XVIIe et au début du XVIIIe réservées aux extérieurs, les passages, les rues, les cours, les écuries, etc. Ils commencent à rentrer un peu dans les intérieurs, dans les couloirs de service, et puis beaucoup plus franchement dans les intérieurs, au milieu du XVIIIe, vous voyez, on a des lanternes cloches, comme celle-ci, sur ce tableau de Jean-Jacques de Boissieu. On voit très bien cette lanterne cloche ou en globe. Et puis, on a également, comme à droite, des lanternes, vous voyez, cintrées, des lanternes vitrées, à pans, qui sont des lanternes dont les modèles les plus simples sont réservés au passage, aux antichambres. Et plus on va aller dans les pièces prestigieuses de réception, plus les lanternes seront riches. Alors, en matière de lanternes riches, nous avons un très beau modèle ici à gauche qui est un modèle Louis XV, qui est au château de Fontainebleau, qui est lui est d'époque. C'est un modèle d'une très grande richesse. Alors on sait que des modèles similaires furent livrés pour Louis XV à Saint-Hubert, au château de Saint-Hubert. Lorsque le château de Saint-Hubert fut, abandonné par Louis XVI, une partie du mobilier a déménagé. Et on sait que des lanternes furent envoyées à Compiègne, des lanternes dites anciennes, donc Louis XV, il faut comprendre Louis XV. Celle-ci en fit-elle partie, puisqu'on sait qu'elle vient de Compiègne, que Louis-Philippe l'a fait venir à Fontainebleau au départ de Compiègne, c'est possible. Une autre très belle lanterne, c'est celle de droite, qui est faite par Raymond et livrée par Daguerre en 84, pour le cabinet de la poudre de Louis XVI à Compiègne. Elle est aujourd'hui dans le grand cabinet de Madame Adélaïde à Versailles. Elle y évoque celle qui était au XVIIIe siècle dans cette pièce d'angle. Une autre lanterne intéressante, c'est celle qui se trouve à l'Élysée aujourd'hui dans l'escalier Murat. Alors on sait que c'est une des deux lanternes qui avait été livrée pour Bellevue par Darnaud, payée la somme énorme de 12 500 livres chacune. Alors vous la voyez en deux états, à gauche c'est la photo en noir et blanc. Ces lanternes avaient été installées aux Tuileries, elles ont évidemment brûlé pendant l'incendie de la Commune, donc elle était quand même très ruinée, et elle a été un peu, reconfigurée, vous voyez, au XIXe siècle, au début XXe, on lui a redonné des bras et un lustrion à l'intérieur. Mais regardez la qualité de la ciselure, avec le petit pouteau qui souffle, le zéphyr qui souffle. Remarquez aussi les fonds argent, donc c'était vraiment des lanternes très riches, et dont le souvenir nous est conservé. Alors elle n'est pas très visible puisqu'elle est à l'Élysée, il faut la voir pendant les journées du patrimoine dans l'escalier Murat, vous penserez à moi la prochaine visite. Mais ce n'est pas la plus belle des lanternes qui soit, il y en a une qui est plus belle et qui les surclasse toutes à mon avis, c'est celle qui se trouve à Trianon, voilà, dans le salon de Trianon, qui est une lanterne qui est livrée par Gouttière pour Marie-Antoinette, par Marie-Antoinette en 85. Alors, cette lanterne est en bronze et métal bleuï, vous voyez, ton bleu. Et alors, elle n'est pas tout à fait dans son état d'origine, puisqu'au sommet des montants, vous voyez, au sommet des carquois, il y avait des petits aigles au XVIIIe siècle qui rappelaient l'origine autrichienne de la reine. Et la Révolution se passe, les aigles restent. Sous l'Empire, la lanterne, on trouve qu'elle est très belle avec ses aigles, en plus c'était raccord avec l'iconographie impériale, elle reste. Et en 1815, à la chute de l'Empire, sous la Restauration, on se dit que ces aigles, ça rappelle trop l'Empire, on les enlève. Donc on les enlève et on les perd. Donc aujourd'hui, on ne sait plus où sont ces aigles. Voilà. Donc la lanterne n'est pas exactement comme Marie-Antoinette l'a connue. Alors les lanternes à pans peuvent recevoir une décoration supplémentaire, comme ici dans cette gravure de Moreau le Jeune à droite, qui représente un souper. On n'hésitait pas à rajouter, vous voyez, des pendeloques et des cristaux. Et c'est un peu ce qu'on a fait ici à l'hôtel de la Marine, vous voyez, dans le corridor des gravures. Vous avez des lanternes agrémentées de cristaux. C'est parfaitement documenté, parfaitement historique. Juste une anecdote, Marie-Antoinette, toujours elle, en 91, donc nous sommes aux Tuileries, la monarchie prend fin un an après, elle fait demander au lustrier Lebon des poires en cristal
pour orner la lanterne de bronze dorée qu'elle destine à la salle à manger des Tuileries. Alors, précisons que cette lanterne était déjà garnie de cristaux anglais, c'est-à-dire du vrai cristal. C'est comme ça qu'on appelait le cristal au plomb au XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, voilà. Je crois qu'il convient maintenant d'aborder la conception et la fabrication de tous ces objets d'art. Comme vous le savez, l'Ancien Régime pratique la division du travail, qui est très encadrée par le règlement des corporations, et à chaque étape de la création d'une œuvre correspond un savoir-faire particulier qui relève d'un praticien. Cette hyper-spécialisation va entraîner une maîtrise exceptionnelle du geste dans chaque catégorie de métier. Donc la réalisation d'un bronze n'échappe pas du tout à ce processus, parfois non sans crise. Donc pour la conception d'un projet d'intérieur, on fera appel à un architecte, un ornemaniste, qui donnera des projets. Alors je ne peux pas les citer tous, il y en a beaucoup au XVIIIe siècle. Il y a Pinault, Forti, Neuforge, Delafosse, Lalonde, Dugourc, sont des inventeurs de modèles sans cesse renouvelés, des créateurs de tendances. Ils nous ont laissé nombreux dessins, dont ces dessins étaient assurés dans les ateliers, on assurait leur diffusion par la gravure. Voyez. Alors on a la chance d'avoir un exemple qui va illustrer cette démarche. Ce sont les projets pour le roi de Pologne, Stanislas Auguste Poniatowski. Il accède au trône en 1764 et il est soucieux de renouveler la décoration du Palais Royal de Varsovie. Donc il demande à Madame Geoffrin, qu'on a déjà rencontrée, de lui conseiller un architecte susceptible de répondre à ses demandes. Cet architecte, ça va être Victor Louis, que vous connaissez, qui a travaillé pour le Bordeaux également. Victor Louis va s'installer à Varsovie en 1965 et il va travailler à embellir la capitale et le Palais Royal. Et il nous a laissé plusieurs élévations des pièces, accompagnées de dessins du bronzier Jean-Louis Prieur, pour tout ce qui est éléments décoratifs complémentaires. Donc on voit ici l'élévation d'une partie de la chambre du roi, vous voyez, et nous aurons un dessin beaucoup plus détaillé à droite qui, lui, va nous donner le projet de table-console, de la pendule et du candélabre qui se trouve sur la vue d'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est après d'avoir un dessin du candélabre isolé que nous voyons ici, voyez-vous, et ce candélabre qui est d'ailleurs désigné comme girandole, vous voyez, sur ce projet, on peut le lire en toutes lettres. Et voilà, cette girandole va être réalisée en France et elle sera dorée en Pologne, comme c'est écrit. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la variante qui est très ténue, hein, mais il y a une variante entre le projet dessiné et la réalisation, puisqu'à droite, on peut la voir, elle a existé. Les pommes de pin au sommet des bras n'ont pas été réalisées, vous voyez. Ça n'a pas plu au commanditaire, ils n'ont pas réalisé les pommes de pin. Voilà. De même qu'on peut supposer que les flammes n'ont pas été réalisées non plus. Voilà. Donc il faut toujours se méfier quand on a des dessins comme ça, de projets. Est-ce que ce sont des projets? Est-ce que ce sont des relevés? Il faut toujours faire très attention. Il y a des différences toujours entre l'objet achevé et le dessin qu'on a sous les yeux. Ce qui nous manque, c'est l'approbation en fait du commanditaire à chaque fois. On a autre salle, autre décor. Vous voyez, on a ici, dans ce décor qui est très noyé, on voit très bien une paire de candélabres, vous voyez, et les candélabres ont été réalisés ici par Caffieri. Et il porte sa signature d'ailleurs, Caffieri, rue Princesse, rue du Faubourg Saint-Germain à Paris. Et image suivante, c'est ce projet, vous voyez, de bras de lumière, toujours par Prieur pour Varsovie, pour la salle d'assemblée. Vous avez à droite le dessin, à gauche pardon, le dessin, et à droite le bras réalisé. Vous pouvez les voir au musée Camondo à Paris. Il y en a plusieurs au musée Camondo. Et donc ça vous permet comme ça de comparer l'un et l'autre. Tout ça est toujours extrêmement instructif. Donc ensuite, la fabrication. Alors une fois qu'on a choisi le modèle sur papier, on va s'adresser à un sculpteur. Le sculpteur a un rôle décisif puisqu'il va donner forme, il va mettre en 3D ce que le dessin avait prévu en 2D, il va préciser les volumes, donc il va créer un modèle en cire, il va en terre ou en bois, et à partir de là, le modèle sera monté en plâtre pour être confié au fondeur. À partir de là, l'opération va se diviser en 3, la fonte, la cisure et la dorure. Donc ce sont des opérations qui sont maîtrisées par 2 corporations, les fondeurs et les doreurs. Au fondeur incombe la fonte, au doreur la ciselure
et la dorure. Mais ces deux corporations, parce que rien n'est jamais simple dans l'Ancien Régime, elles sont en rivalité constante sur la question de la ciselure. Les fondeurs réclament le droit d'ébarber, ragréer, achever le bronze à la sortie du moule, et donc d'utiliser le ciselet, ce que leur dénient les ciseleurs d'horreur. Alors il y a eu de nombreux conflits dont je vous passe les détails, ce sont des querelles sans fin, et en 1776, le bon roi Louis XVI réunira les fondeurs et les doreurs en une seule jurande. Voilà, donc on va faire beaucoup plus simple. Alors, la paternité d'un bronze est toujours quelque chose de très difficile à établir, puisqu'on a souvent que les dessins de l'ornemaniste, on a rarement le nom de celui qui a réalisé le bronze, qui a réalisé le modèle. Tout ça nous apparaît dans les comptes, dans les mémoires des fournisseurs, donc ça nécessite de longues recherches en archives. Croyez-moi, c'est passionnant, mais c'est aussi parfois très décevant, parce qu'on n'arrive pas toujours à un résultat. Heureusement, on a quand même beaucoup de chance dans d'autres domaines, puisque on a des papiers qui sont les papiers des marchands merciers. Et je crois qu'on vient maintenant de parler des marchands merciers, dont voici l'étiquette de l'un des plus célèbres, Daguerre, marchand, rue de Saint-Honoré, vous voyez. Alors, tient magasin de porcelaine, bronze, ébénisterie, glace, curiosités et autres marchandises. Alors, un marchand mercier, qu'est-ce que c'est? Un marchand mercier, c'est quelqu'un qui bénéficie de l'autorisation de pouvoir enjoliver, c'est-à-dire embellir, des objets neufs ou d'occasion qui passent entre ses mains. Donc la fabrication leur était interdite, mais pas l'amélioration, ni l'assemblage ou la transformation. Et les merciers, ils avaient tout simplement un rôle de coordinateur. Ils faisaient appel à plusieurs corps de métier pour l'exécution de leur création. Donc leur champ d'action était très très large. Il concernait les textiles, le mobilier, les miroirs, les luminaires, les porcelaines, les faïences. Alors, il faut savoir qu'ils partageaient avec les faïenciers le droit de pratiquer le commerce des porcelaines et des faïences, neuves ou d'occasion. Mais les faïenciers, eux, n'avaient que le droit de faire poser des montures d'or ou d'argent. Alors, les merciers, eux, étaient libres de tous leurs mouvements et ils ont fait preuve d'audace et d'imagination en guidant les ornemanistes, transfigurant les objets du quotidien avec des combinaisons de matériaux extrêmement variés et de provenances diverses, en les associant de façon novatrice et en renouvelant toujours le goût pour plaire à une clientèle de plus en plus exigeante. Alors, par exemple, nous avons ici deux lanternes, vous voyez, qui sont typiquement des réalisations de marchands merciers, puisqu'elles sont... On sait que Lazare Duvaux a livré deux coûteuses lanternes ornées de fleurs à Madame de Pompadour, une pour Bellevue en 50, pour 1870 livres, et une autre, moins riche, en 1752 pour le cabinet du roi, toujours à Bellevue. Alors, on pense qu'il peut s'agir de celle-ci. C'est sans certitude, en tout cas, elles correspondent aux descriptions de Lazare Duvaux. Elles sont aujourd'hui en collection privée. Nous avons ici des exemples, à l'hôtel de la Marine, d'objets marchands merciers agrémentés de fleurs de porcelaine. Comme ici, ces deux bras de lumière sont dans le passage au papier peint chinois. Vous avez dû voir, voilà. Alors, les marchands merciers, on l'a vu tout à l'heure, ils ont non seulement introduit le cristal dans les lustres en les associant, mais également donc les fleurs de porcelaine, puisque ces fleurs sont nées de l'engouement du style rocaille pour tout ce qui était floral. Sous Louis XV, on importait massivement des fleurs de Meissen, ça coûtait très cher. Et puis, lorsque fut créée la manufacture de Vincennes en 1740, il y a une production de fleurs qui a été mise au point. Vincennes avait créé un atelier spécialisé qui s'appelait la fleurisserie, et en 1948 d'ailleurs. Et on dit que ces fleurs imitaient la nature à la perfection. Donc évidemment, les marchands merciers n'avaient plus à importer de coûteuses fleurs d'Allemagne, ils n'avaient qu'à passer commande à Vincennes et acheter auprès de Vincennes. Alors, toujours dans les créations florales des marchands merciers, nous avons cette paire, vous voyez, on va appeler ça de candélabres pour employer un terme moderne, voilà. Mais c'est plutôt une paire de girandoles, vous voyez, à 3 branches, ornées de fleurs de porcelaine, c'est vers 1751. Une autre ici, extraordinaire, paire de girandoles ornées d'une grue, pour la marquise de Pompadour, apparemment.
Ensuite, ils ne s'arrêtaient pas en si bon chemin. Vous voyez, leur imagination était sans borne et totalement débridée, puisqu'ici, on a des petits flambeaux tout à fait charmants avec des petits magots, vous voyez, en porcelaine bleue, c'est tout à fait délicieux. Et à droite, on en a d'autres avec des personnages chinois. Donc, on n'hésitait pas à mélanger toutes les différentes porcelaines de différentes provenances. Comme ici, sur ce flambeau au perroquet, donc perroquet chinois, et les fleurs probablement en Vincennes. Vous voyez, avec peut-être un peu de maïsène aussi dedans. Voilà. Et puis, on continue avec les mélanges de matériaux. Ça, les marchands merciers étaient très forts pour ça. Avec, vous voyez par exemple ici, ce petit support d'écritoire en porcelaine blanche de Chine 18e. Le plateau est en laque de Chine 18e également, bronze doré, au Getty Museum. Vous voyez, c'est tout à fait délicieux. Et à l'hôtel de la Marine, nous avons toujours dans le passage au papier peint chinois, vous savez, nous avions ce petit groupe, ce luminaire qui est tout à fait délicieux. Voilà. Ce couple, probablement en maïsène, agrémenté de fleurs de porcelaine, qui est typiquement du goût marchand-mercier. À droite, nous avons un écritoire qui simule un bateau en bronze bronze doré et porcelaine de maïsène, vers 1750. Alors je continue parce que je vais vous montrer ça. Moi j'aimerais beaucoup savoir si ce plateau à mouchettes au chinois a été réalisé. Vous voyez, ça c'est typiquement un objet marchand-mercier en termes de luminaire, c'est assez extraordinaire. Et puis, outre ces petits objets à poser, il y a également des luminaires, vous voyez, des lustres, comme celui-ci, en fleurs de porcelaine blanche, qui est à Versailles, dans le cabinet de la Dauphine. Et c'est du Meissen, hein. Et c'est le lac Windsor à Versailles. Et dans la veine néoclassique, moi je vais retenir, vous voyez, ceci, qui est comment dirais-je, cette paire de vases en porcelaine de Paris, qui a été saisie chez les Montmorency-Laval, vous voyez, auquel dans ces vases, on a planté des tiges florales qui servent à supporter des bougies. Voilà. Et l'innovation a toujours été la carte maîtresse des marchands merciers. En témoigne un exemple ici, voilà, que je vais vous livrer, c'est les vases qu'on appelle dits du lac, qui sont des vases à transformation. Quand ils sont recouverts, ce sont des pots pourris, c'est-à-dire qu'on mettait des essences ou des pétales de fleurs pour donner une bonne odeur à la pièce. Et si on enlève le couvercle, il y a un mécanisme qui libère les 3 bras de lumière qui se lèvent et on peut y mettre des bougies, vous voyez, ça sert d'éclairage. Et à droite, vous avez le dessin. On sait que le dessin vient de M. Dulac, puisqu'il est nommé dans le dessin. Donc, pour ça qu'on les appelle les vases du lac. Madame du Barry a possédé des vases de même type. Et autre objet marchand-mercier tout à fait typique, ce sont ces flambeaux de paravent, vous voyez, qui mêlent soit la laque et le bronze doré, soit la porcelaine et le bronze doré. Donc on accrochait ça sur les paravents pour pouvoir lire le soir. Le paravent était derrière moi, vous voyez, on accrochait ça là. Et puis la manufacture de Sèvres ira plus loin, elle va supprimer carrément le bronze pour lui laisser une toute petite proportion, avec ses bras extraordinaires, ses bras de lumière, qui sont livrés par Duplessis, qui font partie d'une garniture qui sera livrée en 1760 pour la cheminée de la chambre de la marquise de Pompadour à l'hôtel d'Évreux, c'est-à-dire à l'Élysée. Et Duplessis, on sent que ces bras de lumière en porcelaine, sont vraiment la traduction de modèles en bronze, puisque Duplessis était lui-même bronzier d'origine turinoise. Il avait été l'élève de Meissonnier et d'Opnor, donc vous voyez, on sent que ces bras, ils sont en porcelaine, mais ils auraient pu être aussi en bronze, voyez, voilà. Enfin, une autre création passionnante aussi de la manufacture de Sèvres, pour vous montrer à quel point la variété des matériaux est prodigieuse à la fin du XVIIIe, c'est cette paire de candélabres en biscuit et bronze doré, modèle de Boiseau et Thomire, réalisé par Sèvres en 85. Vous voyez qu'il reprend un peu les modèles qu'on a vus en bronze, mais là traduit par deux personnages en biscuit qui tiennent un bouquet de lumière. Alors, les corporations vont être supprimées en 1791, mais toutefois les pratiques séculaires en fait, des artisans vont subsister dans les ateliers au siècle suivant. Et puis moi, après ce tour d'horizon, j'ai aussi tenté de m'instituer ornemaniste. Alors, ne sachant pas dessiner correctement, j'ai fait appel à l'intelligence artificielle, puisque maintenant c'est ce que tout le monde fait, n'est-ce pas, pour créer un modèle à mon goût. Alors, j'ai donc demandé à l'IA de me créer une paire de candélabres Louis XVI, en bronze, doré, à décor de sirènes et de boucs. Et donc, soyez indulgents, voilà le résultat. Voilà.
Je vous remercie.